Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire, je suis accompagné aujourd'hui de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Gauthier, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, de vos encouragements et de vos conseils. Oui, merci de votre belle fidélité, notamment après notre dernière émission consacrée à Choiseul, l'obsession du pouvoir, une biographie récente de Monique Cottret sur l'un des principaux ministres de Louis XV. Aujourd'hui, sur Fréquence Histoire, dans le cadre de notre émission Date Clé, nous revenons sur une date importante du sport automobile et du sport en général. C'est le 22 juillet 1894, qui est le jour de conclusion de la première course automobile de l'histoire, première et dernière édition du Paris-Rouen, qui est une édition pionnière d'un sport à l'époque pionnier. On verra, on parlera pas uniquement de sport d'ailleurs, on parlera à la fois de sport, de technique, d'industrie, un petit peu de politique aussi, parce que l'automobile de nos jours, mais encore plus certainement à cette époque, est à la croisée de ces différents enjeux. C'est donc, Franck, un sujet finalement assez transversal. Alors comme tu l'as si bien dit, le Paris-Rouen a été la première manifestation automobile sur route de l'histoire. Donc elle se déroule en France entre Paris et Rouen, bien évidemment, entre le 19 juillet et le 22 juillet 1894. Mais commençons par le début en rappelant quelque chose qui n'est pas clairement affiché dans le titre. Donc on parle toujours d'une course automobile, de la première manifestation automobile de l'histoire. Et en réalité, Gauthier, il ne s'agissait pas d'une course, mais en réalité plutôt d'un concours, d'un trajet à parcourir sans notion de temps ou de vitesse, ce qui va donner lieu à quelques incompréhensions une fois la course terminée, mais nous en reparlerons dans un deuxième ou troisième temps. En fait, c'était réellement une démonstration de véhicules en mouvement plus qu'une course. Oui, c'est un spectacle. Un spectacle. Alors rappelons également que la toute jeune industrie automobile ne pouvait pas se dispenser d'une confrontation entre les principaux constructeurs. Et oui, déjà en 1894, en ce siècle vieillissant, finissant, l'automobile était déjà un secteur concurrentiel. Mais d'une manière générale, cette épreuve reste la première manifestation mobile de l'histoire. Nous parlerons plutôt de manifestation mobile de l'histoire plutôt que de course à proprement parler. Cette épreuve elle a été organisée par un Normand, Pierre Giffard, journaliste pour le Petit Journal. C'était le quotidien, un quotidien parisien assez réputé à l'époque. Et l'époque, justement, était à l'organisation d'événements, de défis ou de records, financés par des journaux, en particulier pour ces nouveaux sports qui étaient le vélo, l'auto, l'avion. Alors on l'a dit, cette première manifestation automobile a été promue par le Petit Journal. On peut rappeler également que le Tour de France, Gauthier, fut encouragé par le magazine, par le journal L'Auto. La coupe Gordon Bennett également, c'était la course pour l'auto et pour les engins volants. On peut également rappeler que la première traversée de la Manche, elle a été faite sous l'inspiration du Daily Mail. On peut également citer la première traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh, qui est aussi sous dépendance d'une prime. La prime Orteig de mémoire. Donc voilà, l'heure était à l'époque que les événements, on va dire sportifs, ou d'animation culturelle, ou d'animation sportive, je ne sais pas comment dire exactement, étaient en fait, Gauthier, réalisés par la presse à des fins à la fois de promotion et également de publicité, voire même de mécénat. Et je pense, Franck, que dans la problématique de notre émission, on pourra se demander si finalement, est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce que le sport professionnel et ou amateur est toujours plus ou moins commandité par la presse, ou est-ce que ça n'est plus le cas? Moi, je pense que la réponse est un peu entre les deux, parce que la presse de l'époque, ce que tu as dit sur le Daily Mail ou sur le Petit Journal, je reviendrai dans quelques minutes sur le Petit Journal, ce ne sont plus des journaux qui financent et qui organisent. Maintenant, ce sont les organisations professionnelles comme ASO ou la FFF, qui n'existaient pas à l'époque naturellement. Il n'empêche qu'il y a un puissant sponsoring privé. Alors maintenant, ça n'est plus le journal L'Auto, mais c'est peut-être Red Bull ou Nike, des équipementiers spécialisés qui ont des contrats, qui ont des monopoles d'ailleurs sur les équipements,
on est passé finalement d'un financement privé à un autre, à une époque où il est vrai, la télévision et Internet a remplacé et de loin la presse. Juste pour revenir, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me sens obligé de faire un petit peu dans l'anecdote parce que, alors il faut préciser brièvement que c'est en fait le deuxième Paris-Rouen, parce qu'il y a eu un Paris-Rouen à bicyclette je crois, en 1869. On ne disait pas à bicyclette d'ailleurs à l'époque, c'était des vélocipèdes, vous savez, ces engins, ces cycles avec une très grande roue à l'avant et une petite roue à l'arrière. C'est un petit peu une image d'Épinal du 19e siècle. Et puis le petit journal n'est pas qu'un simple journal, c'est vraiment non seulement le journal à plus fort tirage de France, mais je crois de la planète. On avait pu y revenir en janvier dernier lors de notre émission sur Clémenceau, et il me semble qu'en 1893, qui est à la fois l'année vous savez, de cette chute de Clémenceau qui n'avait pas été réélu à Draguignan, à la suite des affaires de Panama, et puis aussi fortuitement un an avant l'organisation de ce Paris-Rouen, il me semble que le petit journal tire à 1,5 million d'exemplaires quotidiens, avec en plus des suppléments en couleur. Une innovation technique tout à fait intéressante pour l'époque. Alors c'est vraiment, Franck, un très gros influenceur, on pourrait dire maintenant, oui, avec un anachronisme. On peut même préciser, justement, pour être vraiment factuel, que lorsqu'on étudie le petit journal, au niveau des archives, on sait aujourd'hui, Gauthier, que le chiffre d'1 million, c'était pour 1890, mais en 1895, le petit journal éditera à 2 millions d'exemplaires. C'est énorme. 2 millions d'exemplaires même, c'est pour le coup vraiment le plus gros journal de la planète. Ne vous y trompez pas, hein, le petit journal, c'est aussi on voit l'influence du petit journal aussi dans la façon dont les politiques de l'époque cherchent à se l'accaparer. Par exemple, le PSF tentera d'en faire son journal entre 1936 et 1941, et je me demande même dans quelle mesure ça n'a pas été, pendant quelques mois, un organe officieux du colonel Delarue. Enfin là, on se déplace sur le terrain politique, même si on reviendra sur le terrain politique dans le cadre de cette émission, sur le Paris-Rouen, course entre guillemets d'un genre inédit, donc du 19 au 22 juillet 1894, à cette époque un peu étrange où les organisateurs effectivement sont des journaux, à une époque où les constructeurs sont aussi des conducteurs, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs figures du milieu de l'industrie automobile qui prendront directement part à la course. Et puis c'est aussi, une époque naturellement de confrontation géostratégique avec l'Empire allemand. Donc il s'agit aussi un petit peu de montrer les muscles avec les innovations techniques que représente l'industrie automobile. Le tout dans un climat, vous le savez, dans une époque de révolution industrielle, de positivisme, d'industrialisme, c'est-à-dire qu'on croit que plus les cadences seront importantes, plus la production sera forte, plus le bonheur des gens sera important. Bon, la question ouvrière vient un peu battre ce présupposé en brèche, mais c'est vraiment une époque, Franck, de grande avancée scientifique, y compris dans un domaine comme l'industrie automobile. L'industrie aéronautique suivra, mais c'est vraiment une époque, pour le coup, sur le plan de la technique pure, avec des innovations à l'esprit pionnier. D'ailleurs, il y avait Clausewitz qui disait que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. On peut aujourd'hui dire, et notamment avec la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, que le sport est également une excroissance de la politique. Tu l'as dit, c'est vraiment faut vraiment insister là-dessus, mais cette première course automobile, ou disons première manifestation sportive, Pierre Giffard avait même parlé du concours de voitures sans chevaux. Elle met en scène en fait une rivalité technique et commerciale entre les marques doyennes que sont déjà Panhard, Panhard, Panhard et Peugeot. Et donc cette confrontation technique ne pouvait également se retrouver que dans le domaine sportif. Donc évidemment, on a la fin du 19e. Donc il faut rappeler ce contexte avec l'Allemagne, affaire Dreyfus. Voilà, donc cette course n'est pas qu'une simple course. Hein. Elle est vraiment la manifestation de trois phénomènes. On en a parlé. Hein. Donc on vient d'en parler du premier, c'est-à-dire une rivalité politique sous d'autres termes. Également la naissance de ces voitures à vapeur et du moteur
à explosion, et puis également l'aventure humaine extraordinaire de personnes qui vont consacrer leur vie, Gauthier, voire leur art, voire tout leur argent dans cette industrie qui va bouleverser le monde. À tout leur argent, je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'image de philanthropes un peu comme ça qui donnent leur argent dans diverses choses. Mais c'est vrai qu'ils consacrent beaucoup de leur argent personnel. On le verra dans quelques minutes avec une figure comme Jules Albert de Dion, à ce que l'industrie automobile et leurs autos à eux soient les plus performantes dans cette course d'un genre inédit. Alors on a évoqué tout à l'heure le terme un petit peu maladroit qui avait été, je ne sais pas si c'est Giffard qui l'a inventé, mais Giffard, on parle de voiture sans chevaux, on parle également de voiture automotrice. Et donc à l'initiative de ce Paris-Rouen, on trouve cet homme dont tu as parlé, Giffard, qui était un Normand originaire d'un petit village près de Dieppe, et qu'on retrouvera ensuite parmi les précurseurs de la presse sportive, comme quoi c'est une époque où il n'y a pas que l'automobile qui naît, mais c'est aussi un certain rapport au sport populaire, le sport balnéaire, le tennis, les courses cyclistes, effectivement, avec la grande boucle que tu as citée, qui commence en 1903, etc. C'est un peu d'ailleurs les mêmes hommes, hein, souvent, qui organisent ces différents sports, et puis la constitution d'organismes spécialisés, notamment l'Automobile Club de France, l'ACF, en 1895, donc juste l'année après le Paris-Rouen. Alors, ce sont des épreuves tout à fait sensationnelles pour l'époque, dont le final, c'est donc entre Paris et Rouen, un trajet d'environ 130 km de parcours qui n'est disputé que par 21 compétiteurs, parce que, alors il y avait eu 102 préinscrits, mais 80 préinscrits. Au départ, moi je pensais qu'ils s'étaient désistés. En fait, non, il y avait une sorte de tour de chauffe, en fait. Pour les préinscrits, il fallait, pour pouvoir être admis à la compétition, parcourir 50 km dans un trajet un petit peu complexe à expliquer, mais qui en gros se passait en région parisienne, et le trajet devait être réalisé en 3 heures maximum, ce qui nous fait à peu près du 17 km par heure. Ça vous donne un ordre d'idée des vitesses. Alors c'était peut-être pas les vitesses à maxima, hein, mais ça devait plus ou moins être les vitesses moyennes de l'époque. Et cette phase éliminatoire explique qu'il y ait 21 véhicules qui prennent le départ de la course porte-maillot à Paris. Alors d'un point de vue technique et d'un point de vue aussi de la règle, hein, il fallait donc que les voitures Gauthier elles contiennent 4 passagers. Tous les genres de propulseurs étaient acceptés, vapeur, électricité, gaz, pétrole ou autre. Et donc c'est un concours international par élimination. Et l'objet Gauthier, comme on l'a dit, n'était pas la vitesse, mais c'était la sécurité, la commodité et le bon marché relatif sur des itinéraires divers et variés. Donc le concours il débute le 18 juillet 1894 à Neuilly-sur-Seine par une journée d'exposition des véhicules engagés. Ça, c'est pas la course à proprement parler. Non, c'est pas la course à proprement parler. Et ensuite, la course, elle commence, donc, comme tu l'as dit, les 19, 20 et 21 juillet, avec des épreuves éliminatoires sur 5 parcours de 50 km partant de Paris. Et au final, comme tu l'as dit, 21 véhicules se qualifient pour l'épreuve finale. Donc en 3 jours, il y a eu vraiment énormément de véhicules, donc plus de 80 qui ont été éliminés. Et enfin, le concours se termine par le 22 juillet. Donc le parcours, il part de Porte-Maillot à Paris vers Rouen. Et officiellement, la vitesse réglementée ne devait pas dépasser les 12 km/h et demi. Et sur les 26 véhicules engagés, 21 sont qualifiés pour la course finale vers Rouen et 17 arriveront au niveau du Champ de Mars de Rouen, près de l'église Saint-Paul. Oui, parce qu'il y a eu quelques avaries, naturellement, assez spectaculaires, qui expliquent que tous les véhicules ne soient pas arrivés jusqu'à la destination. Alors c'est vraiment la première course automobile, même si Giffard, qui est l'initiateur donc de cette course, en fait s'était fait connaître dès 1891 parce qu'il était passionné de sport populaire, et il avait déjà mis en place une course de vélo, qui était la première édition du Paris-Brest. Paris-Brest-Paris, ou qu'on appelait également le Paris-Brest et retour, qui était une course cycliste qui était un peu concurrente du Tour de France, qui existait donc à partir de 1891 jusqu'en 1951. Et l'année d'après, en 1892, a suivi toujours à l'initiative de Giffard une autre course, une course à pied cette fois-ci, le Paris-Belfort,
Il y a également eu l'idée avortée en 1893 d'un défi de natation qu'on a considéré ensuite trop dangereux. Mais ce Giffard, au final, par ses différentes courses, et cette grande course qui est le Paris-Rouen de 1894, a montré qu'il était vraiment un esprit fécond en compétition sportive. Et on le disait encore, un des précurseurs du journalisme sportif, un reporter avant l'heure. C'est une figure dont on entendra beaucoup parler dans le milieu sportif jusque dans les années d'entre-deux-guerres. Alors effectivement, pour en venir au Paris-Brest-Paris ou Paris-Brest et retour, il faut préciser donc que 5 éditions ont eu lieu sur un rythme décennal jusqu'en 1931. Et là aussi, très importante information, l'organisation de la compétition est reprise en 1901 par le journal L'Auto-Vélo. Donc là, Gauthier, on a encore affaire à un journal qui organise la compétition. Et ensuite, après-guerre, cette compétition est organisée par le journal L'Équipe. Et donc, petite parenthèse, Gauthier, aujourd'hui l'Équipe est un journal qui se lit à peu près 400 000 exemplaires par jour, principalement, il traite de tous les sports, mais principalement du football. Ouais. Et pour la petite anecdote, pour tous les amateurs de ballon rond, il faut savoir que dans les années 50, 60, donc l'Équipe tirait, bien évidemment, et éditait, mais l'Équipe traitait bien évidemment du championnat français, et le championnat à l'époque, ça se jouait les samedis, dimanches, mais l'Équipe ne vendait pas assez de journaux. Donc ils se sont posé la question de savoir comment vendre du papier la semaine. Et là, pour tous les amateurs de football, c'est un petit peu la douche froide. C'est que dans un premier temps, les compétitions européennes, Gauthier, de football, elles n'ont pas été créées pour mesurer la valeur des équipes européennes entre elles. Les compétitions européennes, notamment la plus grande des compétitions européennes, à savoir aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Ligue des Champions. Elle a été créée, donc cette Ligue des Champions, par l'équipe pour que les matchs se jouent en semaine afin que l'équipe puisse vendre beaucoup plus de journaux en semaine. Donc là aussi, on est déjà loin du sport, on est déjà tout de suite dans le côté argent. Voilà, la préoccupation de l'équipe première, hein, si je puis dire, pardon pour cette répétition, pour ce pléonasme, ce n'était pas l'opposition des meilleures équipes européennes. Le premier objet d'organiser une compétition européenne, c'était de pouvoir vendre du papier la semaine. Je pense qu'ils doivent avoir des gros stocks de papier. Ils ont dû effectivement réfléchir à des mécanismes qui sont ensuite devenus des compétitions sportives très honorables, mais effectivement c'est un peu les origines, je ne vais pas dire obscures, mais les origines simplement un petit peu mercantiles de certaines manifestations sportives. Alors sans doute faut-il revenir un petit peu, Franck, sur les véhicules et les hommes, parce que il y a une grande disparité de véhicules. Tu as dit il y avait pas mal d'énergie motrice. Tu as cité, je ne sais plus ce que tu as cité, le carburant, vapeur, ça il n'y a pas que ça. Hein. J'ai vu moi des véhicules qui fonctionnent avec la gravité, des liquides combinés, des systèmes de levier. J'ai un peu de mal d'ailleurs à comprendre parfois. Enfin, c'est vraiment une grande diversité de véhicules. Voiture hydraulique aussi. Voiture hydraulique, oui. Totalement hydraulique, hein, que ce soit eau liquide ou eau gazeuse. Ça montre quand même que c'est une époque pionnière. D'ailleurs, une grande partie des véhicules de ce Paris-Rouen sont en fait des prototypes qui ne seront jamais utilisés. Une autre partie, c'est aussi de véhicules tout à fait sérieux, notamment de ce tiers conducteur, de ce tiers constructeur dont on reparlera dans quelques minutes, qui est de Dion-Bouton. En tout cas, la course qui est annoncée en avril 1894 et qui s'engage donc 3 mois plus tard depuis Paris, comme tu l'as dit, montre au grand public cette rivalité commerciale entre différentes maisons. Tu as cité Panhard et Levasseur qui était créé en 1886, Peugeot qui est créé beaucoup plus tôt. Moi j'étais un peu surpris d'apprendre que Peugeot était créé en 1810, ouais. Donc bien avant l'automobile, hein. Ça devait être, je suppose, pour les machines à vapeur à l'époque, puisque première machine à vapeur, je crois que c'est 1769 au Royaume-Uni. Une marque comme Panhard aura, on ne sait pas du tout ce que c'est Panhard maintenant, mais aura une certaine postérité, puisque elle existe jusqu'en 1967, un petit peu avant, en 1965, elle fusionne avec Citroën. Et il existe toujours maintenant une marque qui s'appelle Panhard Défense, qui est propriété de Renault Trucks, c'est une des subdivisions de Renault. Donc c'est une époque, on l'a dit pour revenir en 1894, c'est une époque à la fois pionnière et une époque d'innovation. Les automobiles ne sont donc pas naturellement, comme on l'entend dès le XXe siècle, des objets, des produits de série, ou a fortiori des objets de grande consommation. Les véhicules sont des prototypes, ils fonctionnent avec
divers carburants. Alors j'ai noté y compris de l'air comprimé, des systèmes de pendules, des systèmes électriques ou semi-électriques, du gaz à haute pression, etc. Et au-delà des véhicules, le Paris-Rouen, c'est également quelque chose de marquant par les hommes qui l'incarnent. Et il est un homme en particulier qui incarne, je pense, le Paris-Rouen et l'industrie automobile de l'époque. Un constructeur d'abord, c'est Dion Bouton, créé en 1883, dont le directeur, Jules Albert de Dion, donne l'exemple en participant à la course du Paris-Rouen et en se distinguant parce que durant toutes les épreuves, durant les épreuves, chaque jour, il finit en tête. Et dans quoi circule-t-il, Dion? Il circule dans une sorte de, pas tout à fait une automobile, une sorte de tracteur à vapeur, attelé à une calèche. C'est pas un véhicule unique comme on pourrait le concevoir maintenant. Et au-delà de Dion, constructeur dans le cadre de Dion Bouton, Dion Bouton, c'est parce qu'il est allié à un autre homme qui s'appelle Bouton, tout simplement. Dion trait d'union Bouton. Au-delà de Dion constructeur et de Dion conducteur, il faut s'attarder, je pense, quelques instants sur qui était Dion, assez représentatif de ce philanthropisme industriel, également lié au milieu de la presse et au milieu de la politique, puisque Dion, après le Paris-Rouen, se fera connaître comme un politicien à la fois assez chanceux et ambivalent. Il est conseiller général de la Loire-Inférieure à partir de 1899, élu dans le canton de Carquefou, c'est au nord-est de Nantes. Il se fait d'ailleurs connaître à Carquefou parce que c'est lui qui a... Alors je ne sais pas s'il a refait, ou c'est des souvenirs un peu anciens que j'ai, d'un colloque qu'il y avait eu en 2011 aux archives départementales de Nantes. Je ne sais plus s'il a refait ou créé le clocher de Carquefou. Mais en tout cas, sa philanthropie à lui se manifestait par les dons, l'évergétisme, on pourrait dire, ses talents d'évergète qu'il manifestait à l'égard des Carquefoliens. Donc il était conseiller général à partir de 1899 et surtout député puis sénateur. Député, je pense qu'il l'était à partir de 1903, il a cumulé des dizaines d'années, si ce n'est pas un siècle de mandat. C'était vraiment un politicien professionnel, assez ambivalent, je l'ai dit, parce que Dion, il se prétendait bonapartiste et il ménageait les milieux financiers quand il était à la Chambre des députés. À Nantes, c'était un petit peu différent, il se prétendait bonapartiste auprès des Nantais. À la Chambre, c'était un petit peu différent parce qu'il était tout simplement un élu de droite qui émargeait à la Fédération républicaine, qui était quand même un parti assez modéré, assez centriste. À la Chambre des députés, il était assez modéré vis-à-vis des milieux financiers, alors qu'à Nantes, il était franchement hostile au capital et même antisémite de manière assez virulente. Ça montre un petit peu l'ambivalence d'un personnage entre ses attitudes à la Chambre des députés et ses attitudes en circonscription, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y a pas les médias de masse ou les réseaux sociaux pour dire quels pourraient être les décalages. Donc, quand je dis politicien chanceux, c'est parce que Dion était élu avec souvent plus de 90% des suffrages exprimés. Il y avait rarement plus en face de lui que les candidatures de témoignage, notamment du Parti ouvrier français, le POF, c'était le petit parti socialiste de Jules Guesde, et Dion, comme ça, mélange allègrement activité politique, presse, sport, industrie automobile. Son legs n'est pas mince puisque, en dépit de cette personnalité fantasque, il est connu, il est entré à la postérité comme le fondateur du Salon de l'Auto en 1898, le cofondateur de l'ACF en 1895, et puis le créateur du journal L'Auto en 1900. Le journal L'Auto, c'est un petit peu le précurseur indirect, pas direct, de l'équipe qui, lui, commence en 1946, après la Libération. L'Auto cessera en 1944 parce qu'il a été trop conciliant avec les Allemands. Mais le journal L'Auto, c'était vraiment, Franck, un des grands journaux sportifs de la première moitié du XXe siècle. Oui, et c'est là où on voit aussi les rapports entre politique et sport qui sont réellement très étroits et parfois ambigus.
et c'est un peu une histoire de je t'aime, moi non plus. Donc Pierre Giffard, dont tu as parlé, il était rédacteur du quotidien sportif Le Vélo, et lorsqu'éclate l'affaire Dreyfus, le comte de Dion et Pierre Giffard vont s'opposer. Pierre Giffard va être Dreyfusard, le comte de Dion va être anti-Dreyfusard, et en fait l'affaire Dreyfus va donner naissance au quotidien concurrent du vélo qui va être l'Auto-Vélo, dont le directeur Henri Desgranges va fonder le Tour de France en 1903. Donc on voit bien que les rapports entre politique et sport vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut croire en général, c'est-à-dire que la politique influence le sport influence la politique, mais on voit que l'affaire Dreyfus, par ricochet, a donné naissance à un journal, et le rédacteur en chef de ce journal va donner naissance au Tour de France. Alors pour en venir à la course en elle-même, le programme prévoyait la chose suivante. Elle prévoyait un départ de la Porte-Maillot à 8h, un déjeuner entre 12h et 13h30 à Mantes. Donc on parle là de Mantes-la-Jolie, qui est située à l'ouest de Paris, aujourd'hui dans les Yvelines, et l'arrivée était prévue à 20h. Alors pourquoi ils savaient l'arrivée? Peut-être que certains auditeurs reprennent l'émission en route. Tout simplement parce que le règlement prévoyait que les voitures ne pouvaient pas aller à plus de 12 km/h, 1,5. Voilà, c'était pas une vraie course. Le but, c'était pas la vitesse, c'était vraiment des courses de représentation. Donc on peut également noter que lors de cette course, les vélos vont aussi vite que les voitures. Donc il y a des vélos qui suivent les concurrents, certains cyclistes sont même prêts à accompagner la course jusqu'à Rouen. Au passage des automobiles, selon le journaliste Pierre Giffard, il y a des applaudissements, des garçons, des hommes, des jeunes hommes, des moins jeunes. Les femmes jettent des fleurs, des paysans offrent des fruits aux concurrents, contraints de ralentir déjà une vitesse qui ne va pas très vite. Et également, bonne surprise pour l'organisateur, c'est que les chevaux sur la route ne sont généralement pas effrayés lorsque les voitures les dépassent. Toutefois, l'état des routes, Gauthier, bien évidemment, met à mal les véhicules. Les roues sont encore cerclées de fer ou de caoutchouc plein. Michelin n'a pas encore inventé les pneumatiques. Et donc, les roues n'amortissent pas les chocs. Il y a des équipages qui abandonnent à cause des pieux cassés. Et en l'absence de toit ou de vitres, le conducteur et les passagers subissent la poussière des routes et en prime la fumée et la suie pour ceux qui sont montés dans des véhicules à vapeur. Donc en fait, la course... C'est des véhicules ouverts, en fait. Ouais, véhicules ouverts, bien sûr. Faut vraiment pas... si on a l'opportunité, on mettra des gravures ou des représentations de l'époque pour qu'on voit un peu les véhicules. Donc bien évidemment, c'est pas des véhicules encerclés avec un habitacle et des vitres. Donc en fait, la course, elle suit son cours. Et alors que les organisateurs prévoyaient l'arrivée vers 19h ou 20h, la première voiture sans cheval parvient à 17h40 en vue du Champ de Mars de Rouen. Donc aujourd'hui, pour nos amis rouennais, c'est le secteur de l'hôpital Charles-Nicolle. Et celui qui est en tête, c'est notre fameux comte Dion. Donc il est parti plutôt bien, sa voiture tient bien la route, et il termine le trajet de Paris-Rouen en 6h48, soit une moyenne, Gauthier, de 19 km/h. Suivent 5 et 10 minutes derrière deux Peugeot, et la 4e place est prise par une Panhard Levasseur arrivée à 18h03. Donc comme tu l'as dit, la voiture de Dion, c'était un tracteur à vapeur, et donc ce tracteur à vapeur a gagné la bataille, Gauthier, contre les voitures à pétrole, Peugeot et Panhard Levasseur, parce qu'à l'époque, il y avait déjà une rivalité entre les voitures à vapeur et les voitures à pétrole. Et les voitures à pétrole, en fait, Gauthier, à l'époque, étaient annoncées comme les grandes favorites de ce concours. C'est-à-dire que les voitures à pétrole, c'était vraiment la nouvelle... le mot n'est pas adéquat, mais on comprend de quoi on parle. C'était l'avancée technologique majeure. Et le petit tracteur à vapeur de Dion gagne la course. Mais là, le jury du Petit Journal rappelle un élément important du règlement, c'est que la rapidité n'est pas le seul critère de jugement. Et au terme d'une délibération, selon les uns, dure une demi-heure, là c'est pas très clair, selon d'autres journaux, elle dure 3 heures. Les organisateurs de la course décident de partager le premier prix entre les véhicules qui sont arrivés 3e et 4e, c'est-à-dire entre les Peugeot et les Panhard Levasseur. Le deuxième prix revient à Dion, qui est furieux de ce déclassement.
plus Dion était quelqu'un d'assez... C'était vraiment quelqu'un d'assez impulsif. Hein. Ah oui, alors ce qu'on a reproché à Dion, en fait, Gauthier, quand on lit les comptes rendus du jury, c'est que le jury, en fait, a estimé que la présence d'un chauffeur pour alimenter constamment leur machine en charbon faisait que c'était pas très pratique, à la fois pour la voiture, à la fois pour le conducteur et également pour les passagers, parce qu'un des critères, justement, pour juger cette confrontation entre les différents véhicules, on l'a dit, hein, c'était le bien-être. D'accord. Oui, c'est vraiment les trois critères, hein, commodité, bon marché relatif, etc. Pour revenir à ce qu'a dû être la réaction de Dion, tu as dit qu'il était furieux. Il faut dire que Dion, quelques années plus tard, sera en duel, puisque les duels existaient encore à l'époque, contre un membre de la famille Panard, donc ce constructeur rival. Dion s'est aussi signalé dans sa carrière, dans sa jeunesse et dans sa carrière politique par le fait qu'il est souvent bagarré, etc., ou qu'il ait lui-même été pris dans des bagarres, parce que, par exemple... C'est un querelleur. Hein. Oui, c'est un querelleur, mais je crois vraiment que c'est difficile de faire un portrait psychologique comme ça avec un siècle de distance. Je crois vraiment que c'était, en plus d'être quelqu'un qui était visiblement assez ambivalent sur ses idées, qui n'avait sans doute pas d'idées très fermes, c'était a priori un caractériel et un sanguin, comme il y a des hommes politiques qui sont sanguins, quoi. Je sais pas moi, je vais pas donner d'exemple, mais on sait par exemple qu'à Doulon, lors de sa campagne pour les élections cantonales, donc je pense que c'est la campagne de 1899, il avait été pris en partie par des ouvriers de Doulon, parce que Doulon à l'époque c'était un quartier très ouvrier de Nantes, et il avait mené la bagarre lui-même. C'est quelqu'un donc qui a combattu en duel. Ça ne m'étonne pas qu'il était furieux, Dion, parce que cette course devait aussi, au fond, pas seulement prouver l'excellence technique de la firme de Dion Bouton, mais je crois aussi participer au crédit personnel de Dion. Alors je ne sais pas si en 1894, Dion avait l'idée de faire une carrière politique, peut-être pas, mais... Non, mais ça aurait peut-être un moyen, on peut imaginer que son voilà, un marchepied. Victoire politique. Et il était... Récupération politique, Gauthier. Hein. Il est évident qu'il l'aurait récupéré, il l'a d'ailleurs récupéré, Dion, ses talents de conducteur automobile durant sa carrière politique, parce que il y a des images de Dion, alors je ne sais pas si c'est des caricatures ou pas, il faudrait le mettre en ligne, mais on voit Dion qui, dans des sortes de professions de foi, qui se vante comme étant le député le mieux élu de France, ce qu'il est, et on le voit qu'il est dans une automobile Dion avec un conducteur noir, je sais plus, avec un nom exotique, un peu un nom de cirque. Et c'est marrant parce qu'il y a une conjonction des exotismes un peu. Non seulement l'image représente une automobile, ce qui est quelque chose d'exotique pour l'époque, enfin c'est totalement pionnier, et puis il y a un noir qui conduit l'automobile, ce qui dans l'imaginaire de l'époque est aussi exotique, ça renvoie à l'imagerie coloniale. Donc on voit que Dion, par cet exemple, qu'il faudrait mettre en ligne pour que vous le compreniez, se sert des performances de sa firme automobile, de ses performances personnelles dans le cadre de ce Paris-Rouen, pour en fait nourrir tout un système personnel, une carrière personnelle, dans lequel il inclut la politique, la presse, puisque Dion créera ensuite des journaux, etc. C'est un philanthrope à l'ancienne. On pourrait rapprocher un petit peu ça, toute proportion gardée, mais un petit peu quand même à ce qu'ont fait les gens de la famille Dassault, par exemple, durant le XXe siècle, en mélangeant comme ça un petit peu industrie, politique, sport. Je ne sais pas s'ils étaient impliqués dans le sport, mais ce sont des univers qui ne sont pas cloisonnés à l'époque, hein, ils s'interpénètrent en réalité. Alors comme vous l'avez compris, cette première épreuve automobile donc, a mis en vedette un couple improbable d'une voiture à vapeur, si je puis dire, et d'une calèche. Donc le moteur à vapeur monté sur roue ne faisait que prendre la place du cheval. Donc certes, il était plus rapide, mais ce n'était pas sur ce critère que la course était jugée. Mais cet attelage, donc vapeur et calèche, allait bientôt être remplacé par les moteurs à explosion. Donc dans le petit journal, donc, ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a 2000 Rouennais qui envahissent le Champ de Mars, mais les 2000 Rouennais, contrairement
à ce qu'on peut penser, Gauthier, il en avait cure du résultat. Eux, ce qui les intéressait, c'est qu'ils étaient curieux et ils voulaient voir en fait les automobiles qu'ils voyaient sans doute pour la première fois. Donc il y a des scènes un peu de joie, de liesse, d'interrogation, d'étonnement, d'incompréhension. Et pour la petite histoire, enthousiaste, Pierre Giffard conclut dans son article du Petit Journal du 6 août 1894, donc plus d'un mois après l'événement, il dit « La morale dans tout cela, c'est que dans quelque temps, nous aurons tous notre voiture mécanique pour nous promener et faire nos courses ou nos voyages. » Donc fin de citation. Donc avec le recul, on peut dire que Pierre Giffard a été visionnaire et que ce Normand ne s'était pas trompé sur l'influence et la capacité extraordinaire de la voiture à s'adapter à notre époque moderne. Ouais, alors effectivement, quelques temps après, tout le monde a eu sa voiture. Enfin, ça a quand même mis quelques décennies, alors qu'aux États-Unis, la voiture est devenue un produit de masse à partir des années 1920, peut-être plutôt 1930 d'ailleurs. En France, c'est véritablement après-guerre. Alors, concernant les différents compétiteurs, Dion phagocyte un petit peu les différents participants, mais il y a quand même d'autres participations à signaler, assez significatives. Celle notamment d'Émile Levasseur, puisque Dion finalement n'est pas le seul qui soit à la fois un constructeur et un conducteur. Émile Levasseur, qui est donc né en 1843, c'est le même Levasseur que celui dont tu as parlé il y a quelques minutes, Franck, en parlant de Panhard et Levasseur. Il est dans le même cas de figure que Dion, conducteur et constructeur, et il participe dans la voiture numéro 15. D'autres conducteurs se distinguent également, par exemple Auguste Doriot, né en 1863, voiture numéro 28, qui est conducteur, mais qui deviendra constructeur. Donc il y a vraiment, c'est vraiment caractéristique de ces époques pionnières où on occupe un petit peu toutes les tâches. Il faut également signaler la présence d'un compétiteur franco-allemand, Emil Krautler, voiture numéro 31. Krautler est né, je crois, en 1866. Je n'ai pas trouvé sa date de disparition, bizarrement. C'était quelqu'un de pas très connu, visiblement. Alors, franco-allemand, oui, c'est pas non plus... Il est à Metz, oui. Oui, voilà, c'est pas... Je vais préciser pourquoi je parle de ça. Dans un contexte, naturellement, 1894, où les Français sont plus ou moins poussés à la revanche contre l'Empire allemand, puisque, vous le savez, en 1871, la France a perdu les départements alsaciens et lorrains, donc il y a à la fois cette excitation à la revanche, et puis un petit peu ce dérivatif qu'est la constitution de l'Empire colonial français en Afrique et en Asie. Et donc il y a ce participant, Krautler, qui n'est pas... Bon, c'est un Allemand factuellement, mais c'est effectivement Franck, un Allemand, un Alsacien de Metz, né français en 1866, devenu allemand ensuite, mais quand même, ça signale la présence d'un compétiteur partiellement étranger, puisqu'il est franco-allemand. Alors, c'est pas pour autant une compétition comme on aurait pu l'attendre, par exemple, s'agissant de l'équipe de France. Maintenant, il y a des Belges, des Néerlandais, des Américains, des Italiens, etc., et des Français. Là, c'est pas une compétition internationale. Hein. La plupart des compétiteurs, de la vingtaine de compétiteurs, sinon la totalité, sauf ce Krautler, sont en fait des Français. Des Français, oui. Alors on peut également dire que le lundi 23 juillet, donc 25 personnels du Petit Journal se réunissent pendant une petite demi-heure et attribuent les prix à la quasi-unanimité. Donc le premier prix de 5000 francs or est partagé entre Panhard Levasseur et les fils de Peugeot et Frères. Le deuxième prix de 2000 francs, toujours or, est attribué à De Dion, Bouton et compagnie. Le troisième prix de 1500 francs est attribué à Maurice Leblanc. Quatrième prix de 1000 francs est partagé entre Monsieur Vacheran et Monsieur Lebrun. Cinquième prix de 500 francs est attribué à Monsieur Roger. Le prix d'encouragement de 500 francs est attribué à MJ Scott. Le prix de la mention honorable avec médaille vermeille est attribué à Monsieur Roger de Monté. Ouais, donc, Scott, alors ça devait être quand même britannique. Ouais. Peut-être un Britannique, on n'a pas plus de précision sur lui. Alors là, on a tous les participants. Donc quand je regarde rapidement les participants, donc effectivement, il y a beaucoup de Français. Il y a un Anglais, Monsieur Gara, et deux Allemands. Voilà pour le récapitulatif. Deux Allemands, Krautler et un autre Allemand alors. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord, donc c'est quand même une compétition quand même. Mais bon, il n'y a que deux Allemands et un Anglais. Hein. Ah, vous savez. Sinon, c'est 99% de Français. Hein. D'accord. Alors pour filer un petit peu
pas la métaphore, mais pour expliquer un petit peu ce que je disais il y a quelques instants sur le fait que ce soit dans un contexte de revanche, il faut dire aussi peut-être, Franck, qu'à l'époque, par exemple, une compétition comme le Tour de France, je le crois, au moins certaines éditions avaient des étapes dans les anciens départements français devenus allemands, je pense. Tout à fait. Et ça, c'était significatif de cette volonté française, y compris dans le sport, de préparer la revanche et de signifier aux autres, et à l'Allemagne en premier lieu, que la République française considérait toujours ces territoires comme allemands, comme français, pardon, et que le circuit du Tour de France s'en ressentait en faisant semblant, comme si de rien n'était, que c'était la France, quoi. Oui. En fait, ce qu'on peut se poser aussi comme question d'un point de vue historique, c'est que sans ces grands journaux, est-ce que les compétitions sportives auraient vu le jour? Et d'une manière générale, est-ce que ces journaux et ces mécénats, qu'ils soient d'ordre industriel, entrepreneuriaux, n'ont-ils pas faussé un peu l'éthique du sport? C'est la question qu'on peut se poser, qui est vraiment sous-jacente à ce genre d'événement. À partir du moment où des compétitions sont créées, non pas pour mettre en avant les valeurs sportives, mais pour des histoires de papier journal, ou de papier journaux, au choix. En l'occurrence, c'était l'équipe et la Coupe d'Europe des clubs champions dans les années 1950-60 pour sa création. Donc, effectivement, est-ce que l'État aurait dû créer ces courses? Voilà, c'est des questions là qui restent sans réponse. Ce n'est pas à l'historien de trancher. Nous, ce que constate avec le recul des années, c'est que ce processus, ou disons que cette praxis, ou ce modèle économique, Gauthier, qui a été créé donc à la fin du siècle d'avant, donc à la fin du 19e, pardon, il a toujours cours aujourd'hui. On le voit bien. Tu parlais avant cette émission de Red Bull. C'est intéressant de voir que le mécénat aujourd'hui prend une part très très importante dans le sport de haut niveau. Et on peut se poser jusqu'à quel moment, finalement, qu'est-ce qui est plus important? C'est la réussite sportive ou c'est la réussite économique qui est derrière? Si on considère que le sport, comme tu l'as dit en introduction, Franck, en citant Clausewitz, enfin le sport et la politique, pardon, mais donc le sport, oui, manière enchâssé dans la politique en quelque sorte, est une, je sais pas comment tu as dit, une déclinaison civile de la guerre, enfin c'est la continuation de la politique. Continuation du conflit par d'autres moyens. Ouais. Il n'est pas étonnant qu'il y ait ces interdépendances, ces pénétrations réciproques entre sport, industrie, politique, médias, etc. Et on le voit au XIXe siècle avec la constitution des organisations professionnelles d'automobiles, mais aussi de football aussi, parce que c'est quasiment à la même époque, je pense que c'est 1904, de ce qu'on appelle la coupe Jules Rimet, c'est-à-dire ce qui sera la Coupe du Monde de football. C'est aussi, je crois, quasiment à la même époque, 1896, me semble-t-il, les premiers Jeux Olympiques initiés. Alors on retrouve d'ailleurs beaucoup de Français, hein. C'est Coubertin, c'est Rimet, c'est Giffard, beaucoup de Français pour des sports parfois qui sont anglais comme le football, mais on voit que c'est un mélange étrange où des amateurs éclairés, on pourrait dire des passionnés, des profanes, ont partie lié avec l'État, ont partie lié avec, on pourrait dire de manière un peu anachronique, le complexe militaro-industriel. Et le sport était déjà politique à l'époque, et il l'est encore maintenant. Hein. Si on prend comme... Ne serait-ce que l'attribution de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Au Qatar, oui. Quand on voit par exemple que des pays en Asie ou en Afrique sont beaucoup plus demandeurs de football, il y a une vraie culture populaire pour le foot. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des actions de mécénat, voire même de lobbying, voire même plus. Mais là, on n'en dira pas plus parce qu'il y a eu des affaires qui sont tranchées d'être étudiées par la justice. Mais effectivement, d'ailleurs, la Coupe du Monde, traditionnellement, elle a lieu l'été. Là, c'est en décembre. Là, ça sera en novembre-décembre. Je pense à cause du climat. Voilà, à cause du climat, ce qui fait trop chaud. Donc là aussi, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de la FIFA de faire la Coupe du Monde au Qatar, alors que les Africains attendent ça depuis des années. L'Asie, pareil, même s'il y a une édition récemment. Et d'ailleurs, aussi d'un point de vue politique, Gauthier, la Coupe du Monde en 2026, elle sera non plus comme
On voit bien qu'il y a vraiment une mainmise de l'argent, parce qu'avant la Coupe du Monde, c'était dans un pays. C'était la rencontre d'un pays avec le monde le pays organisait la Coupe du Monde. Un peu comme la Coupe du Monde 2018 où la Russie accueille le monde chez elle. Alors, pas toujours, en 2002, c'était Déjà, Japon-Corée du Sud. tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, c'est une évolution à titre personnel que je regrette. Mais on peut même dire déjà que la Coupe du Monde 2026, maintenant, c'est même plus un duo Gauthier, c'est un trio. C'est États-Unis, Mexique, Canada. Ça, je l'ignorais. Voilà. Donc en fait, on voit Ça, bien que l'esprit de la Coupe du Monde, un pays qui reçoit, aujourd'hui, il faut donner un peu Oh, à tout le monde un peu de plaisir c'est et d'argent. C'est peut-être pour des raisons de coût, et puis il faut signaler que les États-Unis n'ont jamais été une grande nation du football. Je ne crois même pas qu'ils étaient participants à cette Coupe du Monde. Alors cette année, ils n'ont pas été participants. Alors qu'ils ont, je crois, organisé la Coupe du Monde de 94, Ouais, tout à fait. mémoire. Pour revenir justement à ce que j'allais faire finalement, citer un exemple contemporain pas de synergie, mais de confusion entre sport et politique, en citant un exemple lié au football. C'est par exemple la Turquie qui se sert et Erdogan, qui se servent du football comme un instrument de soft power, c'est-à-dire on pourrait dire d'impérialisme, de domination culturelle. Domination douce, oui, voilà. Pouvoir doux. Erdogan et la Turquie se servent du football comme d'un instrument de soft power, avec, alors j'ai plus le nom des clubs en tête, mais je sais qu'il y a en gros je sais pas, c'est peut-être le Galatasaray, je connais assez peu, mais il y a un club en Turquie, il y a des clubs de supporters qui sont pro-gouvernementaux, largement financés par le gouvernement, avec dans leur communication une valorisation d'Erdogan, puisqu'on retrouve Erdogan, y compris dans l'imagerie de ces clubs de supporters, puisqu'on on voit Erdogan sur les affiches, etc. Et puis il y a des clubs, inversement, qui sont des clubs plutôt estampillés de gauche radicale, et qui sont malmenés par le pouvoir de Erdogan, qui sont moins bien financés, dont les supporters sont plus ou moins malmenés, etc., plus ou moins interdits de stade, etc. Comme quoi le sport est très politique, a fortiori dans des régimes un petit peu autoritaires comme la Turquie, ou moindrement, comme on l'a vu, je ne sais pas si on l'a vu d'ailleurs, c'est peut-être une idée que j'ai en Russie, mais le sport était politique au XIXe siècle, il le reste au XXIe siècle, il est fort à parier que ça ne change jamais vraiment. Après tout, quand le sport actuellement nous met en garde contre le racisme, avec ce slogan qu'on voit dans les milieux du football, avec ces petits stickers « Say no to racism », dites non au racisme, c'est aussi une manière de diffuser des messages politiques. Quand l'Afrique du Sud a eu la Coupe du Monde en 2010, c'était aussi un message de valorisation de la société multiculturelle, etc. Juste pour un petit focus sur la Turquie, pour ceux qui s'intéressent à toutes ces questions-là, Beşiktaş, donc Beşiktaş, qui est un club stambouliote. Le mythique stade du club stambouliote a été inauguré en 2016 par le président Erdogan. Voilà. Mais il faut savoir que cette inauguration a eu lieu à huis clos, sans aucun supporter, tout simplement parce que les supporters d'Istanbul, donc les aigles noirs d'Istanbul, en fait, se dressent contre le pouvoir. Donc là, on voit bien qu'il y a une opposition et que Erdogan, lorsqu'il y a cette inauguration, il fait stade vide pour ne pas se recevoir des colibés et pour un maintien de l'ordre beaucoup plus efficace, parce que s'il y a 6 000 ou 8 000 ou 10 000 ultras en feu avec des fumigènes, des torches, ça va être beaucoup plus difficile de gérer l'inauguration dans des conditions correctes. Donc effectivement, le sport peut être vu par la continuation de la politique par d'autres moyens, et c'est également aussi le moyen pour différents pouvoirs de reprendre la main. On dit souvent que lorsqu'un pays est en difficulté, on parlait souvent des États-Unis d'Amérique pour des conflits récents, même plus anciens, que lorsqu'un pays est en difficulté, il déclenche une guerre extérieure ou un ennemi extérieur. Comme ça, il y a une espèce de coalition et on oublie un peu les affaires personnelles. C'est un peu une espèce d'union sacrée où lorsqu'un pays gagne la Coupe du Monde, le peuple est en liesse et dans le même côté. Alors, on l'a vu ces derniers jours avec Macron qui récupère la Coupe du Monde. Voilà, et en même temps, la vie continue, les gens se plaignent, mais la Coupe du Monde, d'où les Jeux Olympiques ou des victoires sportives d'une certaine ampleur, offre, on va dire, Gauthier, quel que soit le pouvoir en place, quelle que soit la couleur politique en place, offre, disons-le clairement, un état de grâce. Ouais, c'est bien ça. Il y a toujours l'utilisation
il y a toujours une utilisation assez partiale par le pouvoir politique du sport. Il y a un exemple aussi qui me revient en tête, alors je ne saurais pas le citer précisément, mais il me semble que dans les années précédentes, à la fois l'attribution... Enfin, la coupe du Monde de 98 a été attribuée à la France en 1992, je crois. Le Stade de France a été construit en 1995. Mais dans ces années-là, 1992-1995, il me semble qu'il y avait eu une alliance objective entre le RPR et le PCF pour que le Stade de France ne soit pas en Seine-Saint-Denis. Il me semble que le PS, lui, donc ça devait se passer soit au Conseil général de Seine-Saint-Denis, soit au niveau du Conseil régional d'Île-de-France, il faudrait vérifier. Mais le PS, lui, était pour la solution qui avait été définie, qui était retenue, c'est-à-dire faire le Stade de France, qui ne s'appelait pas Stade de France d'ailleurs à l'époque, à Saint-Denis. Mais il y avait eu des alliances de revers, comme ça, entre droite et communistes, sans doute pour des raisons de politique interne, quoi. Chirac étant maire de Paris, où ça devait être plutôt ça devait être plutôt une alliance de revers PS-RPR, je pense, parce que les communistes, eux, tenaient le Conseil général de Seine-Saint-Denis, naturellement. Mais il y avait eu comme ça une imbrication, encore une fois, entre politique et sport. Oui, tout à fait. Donc pour finir sur cet événement, donc Paris-Rouen, donc ce fut non pas une course automobile, mais une manifestation automobile sur route de l'histoire, la première, qui s'est déroulée en fait du 19 au 22 juillet 1894, avec des préliminaires le 18 juillet pour retenir ou pas les véhicules. Et cette course a été donc gagnée, on l'a dit, par à la fois Panhard et Peugeot. Donc on vous remercie à tous pour votre soutien, votre écoute. Et la prochaine émission que nous animerons sera le jeudi 2 août, Franck, avec une biographie sur Blanche de Castille. Donc Blanche de Castille, comme chacun sait, femme de Louis VIII dit le Lion, et surtout mère de Louis IX qui est rentré dans l'histoire sous le nom de Saint-Louis. Donc une biographie sur cette reine de France, Blanche de Castille. Au tout début du XIIIe siècle. Voilà, donc en direct le 2 août, 19h sur notre page Facebook. Excellente soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci Franck, à bientôt.